Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news sur Reflect TV, votre rendez-vous quotidien d'analyse et de débat sur votre télé. Ce soir, nous faisons un bond dans l'actualité de 2024, une année riche en événements, en controverses et en réflexions, en décisions, entre décisions politiques, tensions sociales et faits divers marquants. Certains sujets ont brillé par leur impact positif, tandis que d'autres ont soulevé des polémiques ou controverses, provoqué également des interrogations. Et pour cette édition spéciale, deux consultants de choix, Pulchéri Gbali, une figure engagée dans les débats sociopolitiques, consultante sur Entre deux news. Bonsoir Pulchéri Gbali. Bonsoir Sidi. Et Arsène Anoma, analyste politique connu pour ses analyses pointues et prises de position souvent tranchées. Bonsoir Arsène Anoma. Alors ensemble, nous partagerons 5 tops et ces moments forts qui ont marqué leur année et 5 flops, ces faits d'actualité controversés ou décevants. Chaque moment sera analysé, débattu et mis en perspective pour vous offrir un décryptage unique. Alors préparez-vous à une soirée riche en échanges et en réflexions, car ici, l'actualité ne se résume pas, elle s'explique et s'interroge. Aujourd'hui, ce sont nos consultants qui font le contenu de cette émission. Alors, le principe est simple, chaque consultant donnera d'abord la liste de ces 5 faits marquants, pour ne pas dire top. Ensuite, on reviendra sur les 5 flops de chaque consultant et on aura l'occasion en tout cas de rentrer dans le vif, même dans le contenu de ces différentes actualités qui seront proposées par ces consultants. On commence avec Pulchéri Gbali, vos 5 tops de l'année 2024. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par le ministère de la Santé. C'est un ministère qui travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été renforcées, construites ou réhabilitées. Il y a des plateaux techniques aussi qui ont été renforcés. Il y a la CEMU qui a été mise en œuvre, même s'il y a quelques problèmes, c'est déjà bien. Et donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu la CAN. Tout le monde sait que ça s'est bien passé. On a même remporté cette CAN-là. Le troisième point, c'est en août 2024, lorsque le président a décidé de donner une prime aux retraités. Nous, on aurait voulu même qu'on les mette d'abord tous au SMIC avant, mais c'est déjà bon qu'on ait augmenté les primes. Ensuite, il y a la libération d'une vague de prisonniers politiques le 22 février 2024. Et enfin, hier, s'est tenue au Paraguay la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, où la Côte d'Ivoire a vu la Tiéké être inscrit au patrimoine culturel immatériel. Donc voilà les 5 points que nous relevons pour cette question. D'accord, pour les flops, ça sera dans la seconde partie de cette émission dans une trentaine de minutes. Arsène Anoma, quels sont vos tops pour cette première partie? Bon, mes tops pour cette première partie, il y a d'abord la gouvernance du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, marquée cette année 2024 par l'organisation de la CAN, la plus belle CAN de son histoire, et la victoire de nos éléphants. En deux, c'est l'action gouvernementale du ministre d'État, ministre de la Santé, et ministre d'État, ministre de la Défense plutôt, je veux dire l'action remarquable du ministre d'État, ministre de la Défense à la tête de son département. En top 3, l'action de la Direction générale du transport terrestre et de la circulation, qui œuvre à rendre nos routes moins mortelles. En top 4, l'action gouvernementale du ministre de la Santé, qui œuvre à rendre nos systèmes de santé beaucoup plus perfectifs, beaucoup plus adéquats, en même de répondre aux attentes des populations. Et en top 5, la libéralisation de l'espace audiovisuel avec la création de nouvelles chaînes de télé, entre autres Reflect TV, qui offre beaucoup plus de lucarnes d'expression aux téléspectateurs. Est-ce que si on parlera, de poser cette question, on parlera d'une émission particulière ou de Reflet, parce que Reflet a été lancé en 2023? Bon, on parlera plutôt de cette émission Entre deux news
qui offre une lucane supplémentaire d'expression, de débat, d'expression démocratique, de prise de position par rapport aux différents faits marquants de la société ivoirienne. Bien, bon, pour ne pas faire une publicité, on parlera en grosso modo des débats sur les chaînes de télévision ivoiriennes, parce qu'il ne nous est pas permis de faire une auto-publicité de notre satisfaction. Voilà. Alors on commence avec Chéric Balé. Le premier point, c'est sur la santé, les actions. En quoi est-ce que ces actions du ministre de la Santé vous ont marqué durant cette année? Quels sont ces points essentiels? Oui, nous savons tous comment la santé est importante pour tout le monde. J'ai vu au CHU de Cocody un nouveau bâtiment d'obstétrique. J'ai vu dans la presse que le CHU de Korogo a été réhabilité. Et non pas le CHU, le CHR. Bon, on ne peut pas tout citer, mais en tout cas, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites, des dispensaires, des CHU, des CHR, mais il y a aussi une politique d'assainissement aussi des services même de santé, parce qu'il y a une lutte contre les mauvais traitements dans les hôpitaux. Il y a aussi la CEMU, qui est vraiment très importante, parce qu'en principe, c'est un produit qui devait permettre à tous les Ivoiriens, qu'ils soient riches ou pauvres, de pouvoir se soigner décemment. Et ça a été implémenté. On a eu des bons témoignages, particulièrement à Zopé, parce qu'il y a des zones où les gens disent que ça ne passe pas et tout, mais il y a des zones où ça marche. Donc, c'est déjà bon de montrer que c'est possible. C'est possible, et la CENAM aussi s'évertue de faire une bonne sensibilisation à travers le pays pour permettre vraiment à tous les Ivoiriens de souscrire à ce produit. Donc, d'une façon générale, la politique en matière de santé est très bonne, et les perspectives aussi sont vraiment encourageantes. Mais la question qu'on se pose tout de suite, elle est très bonne, c'est vrai, il y a de l'amélioration, mais certaines autorités partent se soigner en Occident. Ça soulève aussi des interrogations. Et ça dit que notre système de santé n'est pas aussi oui, il n'est pas encore optimal. Parce que là où on soigne bien les gens, on ne va pas faire de publicité, donc on ne va pas citer les établissements. Mais ce sont des établissements qui sont au-dessus des moyens de l'Ivoirien normal, lambda. Et donc, bon, les gens se soignent selon leurs moyens. On ne va pas reprocher aux gens d'aller se soigner à l'étranger. Mais je pense que si on continue dans cette dynamique, on va arriver à un stade où les Ivoiriens n'auront pas besoin d'aller se soigner ailleurs. Mais Arsène Ano, ma réaction sur ce premier top. Bon, je suis d'accord avec elle, puisque c'est un top que nous partageons. Faut reconnaître que le système de santé ivoirien s'est beaucoup amélioré avec la création de plusieurs infrastructures, la dotation en matériel de pointe, des initiatives que je numérerai lorsque je citerai les miens sur ce thème. Donc, je partage avec elle ce top-là, et je pense qu'effectivement, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais il faut reconnaître que beaucoup a été fait pour l'amélioration du système de santé ivoirien, et cela est encouragé. C'est en même temps votre top, hein? C'est en même temps l'un de mes tops. Et bon, est-ce que ce sont les mêmes éléments de langage, les mêmes arguments? Bon, en fait, moi je voudrais en rajouter sur cela, comme elle a si bien dit, la CMU qui s'est étendue à plus de 56% de la population. Il y a par exemple le vaccin contre le paludisme qui est effectif, qui est gratuit. Il y a le sang qui est passé à 3500. Oui, ça c'était depuis 2023. Voilà, par exemple, cette année en 2011, nous avons la Côte d'Ivoire maintenant 11 IRM et 19 scanners. Donc, en fait, il y a beaucoup de faits palpables qui tendent à véritablement apporter des solutions pour la santé des Ivoiriens, et véritablement cet aspect-là est à relever et à encourager. Bien. Le prochain point, c'est un point que vous partagez tous deux. Hein, c'est la Côte d'Ivoire, championne de la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024. C'est au sujet de l'organisation, je pense bien. Arsène Anoma, après plus Chéric Balé. Bon, moi, comme je le disais, l'organisation de la CAN qui reste
la plus belle CAN jamais organisée et la victoire de nos éléphants. L'initiative est à mettre à l'actif du chef de l'État qui a pris sur lui de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir cet événement-là au moment où certains Ivoiriens doutaient de l'effectivité de cette organisation-là. Et par la grâce de Dieu, et avec l'abnégation de cet homme-là, les moyens ont été donnés à la Côte d'Ivoire pour nous permettre d'organiser cette CAN-là, qui est aujourd'hui restée dans les annales du football africain. Et ça a permis à la Côte d'Ivoire, durant tout ce mois de la CAN, d'être, je peux dire, le centre du monde. Tout le monde, ça a été la CAN la plus médiatisée depuis l'organisation de toutes les CAN. Ça a même dépassé certains événements sportifs occidentaux. Et durant tout ce mois de la CAN, le monde entier avait les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir de voir que la Côte d'Ivoire a été mise en avant, les potentialités de la Côte d'Ivoire ont été mises en avant. Et je suis convaincu que les retours sur la visibilité du pays, les retours sur l'attrait du pays, de son milieu touristique, l'entrée des devises étrangères seront effectives pour permettre à la Côte d'Ivoire d'engranger des dividendes de cette organisation réussie de la CAN. Bien, puis Chéric Balé, vous aussi, un certain point essentiel qui vous a marqué cette année, la CAN. Oui, grâce à l'organisation de la CAN, on a renforcé les infrastructures sportives, il y a eu une création d'emplois, on a permis aussi de faire la promotion de la Côte d'Ivoire, on a vu notre hospitalité, ça s'est joué dans plusieurs villes, donc ça a permis aussi de faire marcher l'économie de ces villes-là. Donc franchement, sur tous les plans, cette CAN-là a valorisé notre pays. Bien, il y a le prochain point pour vous, c'est la question des primes des retraités. Oui, oui. Les salaires des retraités sont bas. Les modes de calcul sont différents selon qu'on est à la CNPS ou à la CGRAE. Il y a des retraités même qui n'ont pas le SMIC. C'est vraiment difficile pour eux, surtout que les gens vont à la retraite avec des maladies métaboliques. Donc c'est là même qu'ils ont besoin d'argent pour se soigner. Et le chef de l'État a décidé le 6 août 2024 de leur donner une prime qui équivaut au tiers de leur pension. Et ils ont reçu ça même, il a annoncé ça en août, ils ont reçu ça en septembre. Donc désormais, tous les ans, au mois de septembre, les retraités recevront une prime qui correspond au tiers de leur salaire. Et comme c'est en période de rentrée scolaire, je pense que c'est une bouffée d'oxygène pour toutes ces personnes qui ont sacrifié quand même leur vie pour le pays et tout. Donc c'est vraiment à saluer. Arsène Anoma, réaction là-dessus? Non, évidemment, c'est quelque chose à saluer. Et il faut féliciter encore le chef de l'État pour cette décision-là parce que les retraités, durant leur activité, ils ont participé à la construction du pays. Et il faut reconnaître que beaucoup de retraités cessent les activités dans des situations parfois un peu précaires. Et comme elle a si bien dit, avec certaines maladies liées à leur activité et leur âge. Donc il est bon que leurs ressources soient améliorées, soient augmentées pour leur permettre de faire face à certaines charges qui sont liées à leur inactivité professionnelle. Donc c'est quelque chose à saluer. Et moi, ma doléance, si il s'avère qu'il y a possibilité, pourquoi pas, de monter cette prime-là à la moitié de leur pension, ce serait vraiment la bienvenue. Bien. Arsène Anoma, votre prochain point, c'est au niveau des actions du ministre de la Santé, sinon du ministère de la Santé, et ministère de la Défense, pardon. Le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense. Effectivement, le ministère de la Défense, avec à sa tête le ministre Téné Birama Ouattara, c'est quelqu'un de très discret, qui ne fait pas parler de lui. Oui, mais qu'est-ce qui vous a marqué quelles sont les actions qui vous emmènent à dire que ce sont des tops? Les actions qui m'ont marqué, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est entourée de pays qui font face au djihadisme. Mais, exception faite de l'attaque de Bassam, toutes les velléités de porter ce fléau-là à l'intérieur du territoire ivoirien ont été aménagées, ont été repoussées hors du territoire ivoirien. Et les frontières ivoiriennes sont sécurisées. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes qui sont faits pour mettre fin à cela. Au nord, par exemple, il y a des programmes d'assistance des populations, il y a des programmes d'accompagnement, il y a un renforcement du dispositif sécuritaire à nos frontières nord. Les frontières sont construites, sont équipées de caméras. Nos forces de l'ordre sont équipées
en matériel sophistiqué et de pointe pour leur permettre de faire face nos services de renseignement. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord le renseignement, c'est d'abord la prévention. Et le renseignement, la prévention est efficace et à un point où, véritablement, toute velléité de porter ce terrorisme-là à l'intérieur de notre pays ou de mener certaines actions subversives sont mises sur le tegnoir. Pas plus tard qu'hier, il y a une information qui est sortie où il y avait un des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire qui avait tenté de kidnapper un de leurs ressortissants en Côte d'Ivoire, mais cette action-là a été déjouée par l'action de nos forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que le ministère de la Défense et les services de renseignement ivoiriens sont véritablement à pied d'œuvre et travaillent pour assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et c'est quelque chose à féliciter. Mais il y a un autre fait. Il y a le processus de rétrocession du 43e BIMA à la Côte d'Ivoire, le processus qui est enclenché et à terme, ce camp militaire français portera le nom du premier chef d'état-major ivoirien, le général Ouattara Thomas Dakin, et ce sont des faits à saluer. La Côte d'Ivoire ne fait pas de bruit. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais le processus est enclenché. Ça ne peut pas être un top pour nous, pour l'instant. Non, mais le fait même que ce soit annoncé, ce soit amorcé. Mais il faudra attendre que ça se fasse. Non, mais le processus est irréversible. C'est les faits, c'est l'info. Non, mais l'info, c'est pas arrivé, mais l'info est là. Je ne pense pas que deux pays sérieux comme la Côte d'Ivoire et la France annonceraient cela avec des faits marquants, comme par exemple le baptême de ce camp-là du nom du général Ouattara Thomas, si ce n'est pas des faits avérés. Nous ne sommes pas en train de dire que cette information n'est pas avérée, mais nous sommes en train de dire que cela pourrait prendre du temps. Oui, ça prendra du temps parce que c'est un processus, mais déjà, il faut saluer ce processus-là qui est enclenché et cette volonté de rétrocéder à la Côte d'Ivoire tous les symboles de sa nationalité, de son indépendance, sans bruit, sans affrontement inutile, dans la concertation, dans la paix et dans la coopération efficiente avec tous nos pays amis. Bien, puis Chéric Balé, comment vous réagissez face à ces sujets-là? La Côte d'Ivoire réagit bien face aux tentatives de déstabilisation et bien d'autres, tels que le 43e BIMA. Oui, si ce qu'il dit est vérifié, c'est tant mieux, parce que ce qui m'a été donné de voir des frontières ivoiriennes, je n'y suis pas allée depuis environ 1 an. Donc peut-être que les choses ont évolué et ce serait tant mieux, parce que ce qui m'a été moi donné de voir, c'est des frontières où les forces de l'ordre ne sont pas équipées, ils sont dans des conditions vraiment difficiles, ils ne sont pas suffisamment armés. En tout cas, d'après ce que M. Anoma a dit, les choses ont changé et c'est tant mieux. Oui, ça évolue, puisque moi-même je travaille à une frontière. Je travaille à une frontière Est, donc nous voyons ce qui est en train d'être fait. Comme nous l'avons déjà dit pour d'autres secteurs d'activité, l'œuvre humaine est perfectible. Il y a des choses à toujours améliorer, mais il y a un effort véritablement qui est fait. Il y a un effort qui est fait parce que il ne se passe pas des jours sans qu'on apprenne qu'il y a eu telle chose dans certains de nos pays frontaliers. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est un objectif principal des terroristes. Et s'ils n'arrivent pas, c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est fait pour les empêcher de réussir. C'est aussi le rôle de l'État, d'assurer la sécurité de ses citoyens. Oui, c'est le rôle de l'État, mais ce n'est pas toujours que l'État y arrive, parce que nous avons tous vu aussi qu'il y a eu Bassam. Ça veut dire que l'État, c'est le rôle de l'État, mais l'État peut parfois défaillir. Donc lorsque l'État ne défaillit pas, il faut saluer cela et le révéler. Bien, puis Chéric Balé, le prochain point, c'est la libération d'une vague de prisonniers politiques. Oui, oui, le 22 février 2024, après un conseil de sécurité, on nous a annoncé la libération d'une vague de prisonniers politiques. Je crois qu'ils étaient une 60aine. Ça s'est annoncé jeudi, le vendredi, ils ont été libérés.
C'est une très bonne chose parce qu'on parle de réconciliation, on parle d'apaisement. Et donc, il faut encourager ce genre de... J'espère que 2025 ne va pas finir sans une autre annonce parce qu'il en existe encore dans notre... Il y aura un discours le 31 décembre. Voilà, on en attend beaucoup. Bien, Arsène Anoma. Bon, moi je salue tout ce qui peut permettre aux Ivoiriens de renforcer leur lien, de renforcer la réconciliation. Moi, je suis preneur. Et je salue tous ces actes-là. Voilà. Et je souhaite que cela se perpétue. Maintenant, vous parlez de la libéralisation de l'espace audiovisuel, pour ne pas dire télévisuel ivoirien, qui a permis l'émergence de nouvelles chaînes de télévision privées, notamment avec l'arrivée de Reflet TV et bien d'autres chaînes, et des débats d'actualité sociopolitique qui animent nos différents médias. En quoi est-ce que ces émissions sont des tops pour vous, Donc, ces émissions sont des tops pour moi parce que il y avait un besoin véritable d'expression. Il y avait un besoin véritable d'expression qui n'était pas toujours comblé par la chaîne nationale. Et cette arrivée massive de ces chaînes privées-là, avec des émissions de débat, ont permis de pluraliser les canaux d'expression, les mots d'expression, et d'avoir sur les plateaux télé plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui sont porteurs de divers courants, de diverses obédiences, de diverses opinions, qui échangent sur différents sujets. Donc pour moi, c'est salvateur, c'est encouragé et ça permet aussi de libérer la parole et de permettre aux Ivoiriens de s'exprimer sur ce qui les touche, sur ce qui les concerne, sur ce qu'ils trouvent important. Les Ivoiriens qui, eux, souvent ne veulent pas s'exprimer, quand on lance des invitations à certains partis politiques, on ne va pas dire certains partis politiques, on dira tous les partis politiques, c'est propre à surtout les grands partis traditionnels. Quand on lance des invitations, très souvent il y a une lourdeur, pas de réponse. Bon, moi je dirais que ce sont certainement des calculs politiques parce que certainement ces partis-là ne veulent pas peut-être venir dire des choses qui pourraient être contraignantes pour elles après. Donc ce sont juste des calculs politiques. Donc mais moi j'encourage... Il y a aussi la culture des médias. Est-ce que nos partis politiques ont cette formation, connaissent vraiment l'importance des médias dans la démocratie et pour leurs partis politiques? Il y a des questions qu'on se pose parce que ces partis souvent préfèrent ne pas se prononcer sur certains sujets d'actualité. Bon, moi je pense que tout ça c'est une question de sensibilisation et ça viendra. Vous savez, nos démocraties sont nouvelles, les habitudes démocratiques sont nouvelles et il faut sensibiliser les gens sur l'importance des canaux d'expression qui leur sont offerts afin qu'ils puissent prendre la parole pour porter aux populations leurs ambitions pour ces populations-là. Donc moi, je ne désespère pas. Je me dis que cela viendra parce que c'est vrai, malgré ce frein apparent de ces partis politiques à participer à ces émissions-là, mais nous voyons que ces émissions-là sont beaucoup suivies par les Ivoiriens, sont beaucoup appréciées. Les Ivoiriens sont demandeurs. Et étant donné que ces partis politiques-là œuvrent pour ces populations-là, elles n'auront d'autre choix qu'à terme que de venir vers ces émissions-là, ces chaînes de télé-là qui leur offrent des lucarnes pour proposer à ces populations-là ce qu'elles entendent faire pour elles. Bien, puis Cheikh Bali, des émissions beaucoup suivies, et comme il a dit, mais parfois qui déçoivent les téléspectateurs du fait, pas du contenu de l'émission, mais des intervenants parfois sur les plateaux télé, c'est propre à toutes les chaînes de télévision. Comment vous réagissez à ces sujets-là? Oui, c'est une question d'éducation démocratique. La culture démocratique au niveau des Ivoiriens est très faible. Et ce n'est pas de leur faute, parce que ça dépend de comment les politiciens eux-mêmes se comportent. Et donc, la démocratie n'est pas forte en Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde ne sait pas qu'il est important qu'il y ait la contradiction, qu'il est important d'écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord avec. C'est une question d'argumentation. On voit effectivement sur les plateaux des personnes que les jeunes regardent, qui s'injurient, qui disent des paroles vraiment déplacées. C'est vraiment dommage. Bon, on espère qu'avec la pratique, beaucoup vont s'améliorer. Mais je crois que c'est à vous aussi, des chaînes, de savoir qui on peut inviter. Parce que souvent, il y en a qui donnent dans la provocation au lieu de se concentrer sur le sujet même qui est censé être débattu avec des arguments. Donc, je dirais que les chaînes elles-mêmes aussi ont leur part de responsabilité parce qu'il faut savoir qui inviter. Quand des personnes se comportent mal, normalement, elles ne devraient pas revenir. Alors que sur certains plateaux, ces mêmes personnes-là reviennent pour reproduire les mêmes comportements, comme si la chaîne était complice de ce qui se passe. Maintenant,
par rapport à la libéralisation, il faut dire qu'il y a des pays comme la RDC où on a plus de 50 chaînes privées. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a encore beaucoup d'efforts à faire parce que c'est cher. C'est très cher de créer une chaîne privée alors que les médias publics sont caporalisés, ne passent pas à la RTI qui veut ou encore sur les autres médias publics. Donc franchement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et moi, j'en aurais pas fait un top. Est-ce qu'il y a des déceptions, vu que ce n'est pas un top pour vous, quelque part? Oui, bien sûr, nous payons la redevance RTI. Et quand les gens n'ont pas Canal, ils n'ont même pas les chaînes nationales. Il y a un problème. Avant, là, on avait nos antennes, là. Mais il y a la TNT. Il n'y avait pas à faire des canaux. Non, mais TNT même, c'est pas gratuit. Il y a la TNT. Non, mais la TNT, c'est pas gratuit. Une fois, c'est fini. Oui, mais pourquoi même on doit acheter? On paye déjà 2000 francs sur chaque facture. Ça s'en va où? Bon. Non, on doit rendre gratuit l'accès aux chaînes nationales. Au moins ça. Bon, moi, je pense que c'est au moins ça. Cette affaire de TNT, là, c'est quitté où? C'est des choses à adresser, c'est des doléances à adresser. Parce qu'il faut reconnaître que, effectivement, l'information est importante. Il faut que les populations, dans tous leurs aspects, puissent avoir accès à l'information, puissent avoir accès à nos médias. Surtout, principalement, à nos médias publics. Publics, oui. Voilà. C'est le minimum. Donc, c'est un appel qu'on lance. Si la possibilité existe de rendre ces chaînes-là, peut-être moyennant peut-être cette redevance qu'on paye là, gratuite, ou bien trouver un mode. Parce qu'aussi, il faut reconnaître que, comme vous l'avez dit tantôt, que l'installation d'un média audiovisuel est coûteux, est onéreux. Donc, en fait, il faut trouver un mécanisme de fonctionnement qui permette l'accessibilité totale de toutes les populations à ces médias. Bien, il y a une précision même qui est importante, c'est que cette redevance-là, elle a été instaurée, ce n'est pas maintenant, c'était pour pouvoir renforcer les capacités de la RTI. Effectivement. Et les milliards que ça génère là, depuis là, la RTI n'a pas fini de renforcer ses capacités. Parfois même vous la sollicitez, ils n'ont même pas suffisamment d'équipes pour couvrir les événements qu'il faut. Il y a un problème. Bien. Alors, on va poursuivre. Le prochain point est d'ordre culturel. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, un patrimoine. Oui. Quand nos frères burkinabés ont labellisé la Tchéké, franchement, on a été frustrés. Ah, notre Tchéké à nous. Donc, franchement, c'est bien que le ministère de la Culture ait trouvé la formule qui va au-delà de la labellisation pour inscrire la Tchéké au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, vraiment, il faut féliciter Madame le ministre Françoise Remarque pour ça, parce que c'est notre Tchéké. Ça, seulement, on y tient. Et donc, là, on est vraiment content. C'est seulement hier que ça a été annoncé. Vraiment, félicitations. Bien, Arsène Anoma, la Tchéké inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Non, moi, je suis content, je suis heureux de cela, parce qu'effectivement, la Tchéké, c'est un plat national ivoirien. Donc, voir que ce plat-là est approprié par d'autres pays, c'est frustrant. Oui. Mais si, par l'action du ministre de la Culture, cela a pu revenir dans les giron de la Côte d'Ivoire, c'est à saluer. Et effectivement, nous félicitons cette dame-là qui fait beaucoup pour la culture. Si je peux me permettre, par exemple, il y a le processus de rapatriement du tambour. Si, ça vient. Mais on va mettre ça où ils ont cassé maison de Nangui à Brogoua. Non, c'est en train d'être, le musée est en train d'être réhabilité. Oh. Et lorsque ça reviendra en Côte d'Ivoire, ça pourrait intégrer le musée national. Bien. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient dans quelques instants pour la seconde partie dans laquelle nous parlerons des flops. C'est tout ça entre deux news. Voilà votre émission qui a permis également ce soir de pouvoir aborder des sujets que nous n'avons pas eu à aborder au cours de cette émission durant cette première saison. Nous avons un dernier top avant de passer aux différents flops de nos consultants. Arsène Anoma, il s'agit des actions de la direction terrestre, du transport terrestre contre les accidents sur nos routes. Effectivement, il y a la direction générale des transports terrestres de la circulation avec à sa tête M. Oumar Sako qui abat un travail énorme pour rendre nos routes beaucoup moins dangereuses. Il y a des actions qui sont menées. Actuellement, il y a la commission, par exemple, de suspension des retraits des permis de conduire qui est devenue beaucoup plus active avec une plus grande médiatisation de ces actions. Il y a les dénonciations publiques des conducteurs indélicats. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un véhicule,
si le chauffeur utilise son téléphone ou bien un comportement indélicat, vous pouvez le filmer et mettre cela sur les réseaux sociaux et il fera face à la loi. Il y a les différentes opérations éperviers, dont la dernière en date qui a vu la présence effective du directeur général du transport terrestre sur le terrain avec le préfet de police. Il y a eu le retrait et la mise en fourrière de près de 4000 véhicules pour défaut d'assurance et de visite technique. Et il y a des rencontres de sensibilisation avec les transporteurs, avec les coursiers, les livreurs, les conducteurs des véhicules, des engins à 2 et à 3 roues. Donc toutes ces actions-là, évidemment, sont arrivées parce que nos routes étaient trop dangereuses, étaient trop meurtrières. Donc toutes ces actions-là sont en train de progressivement faire chuter le nombre d'accidents, le nombre de personnes tuées sur nos routes. Et il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée à la tête de cette direction générale des transports terrestres de la circulation qui est à saluer. Et nous espérons que ces actions-là continueront et vont s'améliorer comme elles le sont actuellement pour rendre les routes ivoiriennes beaucoup plus viables. Bien, puis Chérif Balé, pour terminer avec ce point, il y a aussi la question de la corruption qui doit être la prochaine bataille pour les autorités. Oui, absolument. Même par rapport à ce qu'il dit là, ce sont de très bonnes décisions, mais comment ça va être appliqué sur le terrain? Parce que la corruption fait que il y a malheureusement beaucoup de policiers qui ne font pas bien leur travail. Ils vont demander les pièces, quel que soit ce que la personne va présenter, ils vont chercher la petite bête pour pouvoir forcément soutirer quelque chose. Et tout ça, ça crée des embouteillages monstres. Parce que les équipes aussi ne sont pas nombreuses. Et au lieu d'arrêter les véhicules en fonction de leur capacité de travail, ils arrêtent tout le monde, tous azimuts. Et puis les gens sont arrêtés. Vraiment, c'est désagréable. Donc il y a la corruption. Il y a l'approche même dans le travail qui devrait faciliter aussi la fluidité. Il faut saluer aussi cette affaire d'Alcotest là. C'est nouveau. Alcotest, oui, voilà, oui. C'est nouveau, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, surtout qu'on est en fin d'année, les gens vont beaucoup boire. Bon, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent pour boire. Donc, ils mettent aussi, surtout les conducteurs, ils mettent en danger les populations. Donc, c'est vraiment bien. Bien, maintenant, les flops, vos 5 flops de l'année, plus cher Balé. Oui. J'ai eu du mal à les sélectionner, franchement. En tout cas, pareil, moi, On va commencer avec cette affaire d'inviter les Miss françaises ici. Parce que franchement, nous, on est dans la cherté de la vie. Il y a beaucoup de problèmes. Et c'est comme si l'État ivoirien avait les moyens pour tout ce qui est divertissement. Bien. Et ça, c'est frustrant. On va rentrer dans quelques instants. Je cite d'abord. Vous citez d'abord. D'accord. Donc, il y a ça, cette invitation des Miss France dans le contexte de cherté de la vie. Il y a le refus d'organiser le dialogue politique, il y a le recul démocratique, il y a les dysfonctionnements dans l'administration et puis l'échec de la révision de la liste électorale. Bien, Arsène Anoma. On va dire l'échec de la CEI. Bon, voilà. nous rejoignons sur un flop, mais moi je ne vois pas ça de ce côté-là. Mon premier flop, c'est la FECI, avec ses dérives mafieuses. Mon deuxième flop, c'est l'incapacité de l'ex-président Gbagbo à réunir sa famille politique et à incarner l'homme présidentiel de la réconciliation. Il y a les dérives dictatoriales internes au PDCI et au FPI. Il y a la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui déçoivent, les utilisateurs déçoivent beaucoup. Et il y a l'instrumentalisation d'une partie des Ivoiriens qui se sont ligués contre la venue des Miss en Côte d'Ivoire et de l'organisation du Trophée des champions en Côte d'Ivoire. Bien, alors on va commencer avec le premier point, la venue des Miss françaises, des candidates à Miss France invitées en République de Côte d'Ivoire. Oui, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas une raison pour utiliser l'argent du contribuable pour venir recevoir des Miss. Franchement, nous, ça nous choque parce qu'on estime que si l'État a de l'argent, qu'il utilise cet argent-là pour dédommager les déguerpis, qu'il utilise cet argent-là pour alléger les conditions de vie des populations. Donc, franchement,
cette façon de pratiquer l'hospitalité alors que le peuple pleure, le peuple souffre, nous estimons que c'est un mépris pour nous. Bien, Arsène Anoma, pour vous, c'est une tentative d'instrumentalisation. Oui, pour moi, c'est parce que d'une partie de la population. Pour moi, le fait de faire venir en Côte d'Ivoire les Miss France, et moi, j'ai rajouté un autre fait, le fait de vouloir aussi organiser en Côte d'Ivoire le Trophée des champions, ça permettait à la Côte d'Ivoire, tout à l'heure nous avons parlé de la CAN, mais la CAN a mis la Côte d'Ivoire sous la lumière du monde. C'est vrai que ça nécessite un décaissement de fonds, mais je me dis qu'un État, c'est comme un homme d'affaires. On fait des choses pour espérer un retour sur investissement qui peut ne pas être palpable aujourd'hui, mais qui peut être palpable demain. Qu'est-ce que les Miss de France vont apporter à la Côte d'Ivoire? Les Miss France apportent à la Côte d'Ivoire une certaine visibilité, parce que c'est des projets qui ont été organisés en collaboration avec Côte d'Ivoire Tourisme. Et ça permet à la Côte d'Ivoire de se faire voir. La destination Ivoire connaît une promotion dans le monde entier. Et les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Et in fine, la destination Côte d'Ivoire devient une destination attrayante. Et il y a des pays en Afrique et dans le monde qui sont développés grâce au tourisme, grâce aux devises engagées. Donc, il ne faudrait pas que... C'est vrai que nous avons des problèmes cruciaux on peut échelonner, dire que tel problème est plus important, mais le tourisme bien mené est une source d'entrée efficiente de devises et peut permettre le développement d'un pays et est génératrice d'emplois. Aujourd'hui, nous avons plein de jeunes Ivoiriens qui ont fait des formations en tourisme et hôtellerie. Et le boom même que nous voyons dans l'hôtellerie de la restauration ne peut continuer que si les touristes continuent à fréquenter la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, faire venir en Côte d'Ivoire les 30 Miss France et organiser en Côte d'Ivoire le trophée des champions. Aujourd'hui, vous voyez les pays comme l'Arabie saoudite qui organisent, mais ils ne l'organisent pas parce qu'ils ont de l'argent jeté par la fenêtre. Ils l'organisent parce que ce jour-là, où ce trophée-là se joue dans les pays, le monde entier a les yeux braqués sur les pays et les opportunités de les pays est vulgarisée. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire vous l'a fait. Malheureusement, ça n'a pas été compris par tout le monde. Bien, non, mais nous, on n'a pas besoin de ça pour avoir de la visibilité. La Côte d'Ivoire est connue dans le monde entier. On sait qu'on connaît Félix Houphouët-Boigny et nos meilleurs promoteurs, ce sont les artistes. Moi, je suis allée au fin fond de Madagascar, on connaît Alpha Blondy là-bas. Je dis, ce sont des prétextes. Il faut avoir des priorités quand on dirige un État. C'est très important. Parce que le peuple coule sous le poids des problèmes. Et puis, on paye même la CAN. Nous tous, on dit la CAN, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais attends. Il y a plein de prestataires qui ne sont pas encore payés, il y a plein de choses. Vous allez prendre l'argent encore pour aller faire quoi? On nous connaît déjà. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de cette visibilité. On nous connaît en bien comme en mal. Les gens en ont parlé, mais s'ils savaient que c'est effectif, c'est à ces prestataires-là de saisir les pourquoi même les obliger à saisir quelqu'un? Quand ils signaient les contrats, là, qu'est-ce qui était écrit dedans? Elles soient payées. Voilà. Mais il ne faudrait pas oublier que, comme nous le disons, il peut y avoir des dérives dans une action humaine, mais le but ultime, et ça m'a réjoui, sinon, nous avons partagé ce top-là, que effectivement, c'est des actions qui peuvent sembler bénignes, mais c'est des actions qui sont importantes. C'est vrai, quand on regarde, on échelonne les priorités, on peut se dire que telle chose n'est pas importante parce que nos populations ont véritablement des attentes énormes. Oui, mais rien n'est négligeable dans la construction et dans le développement d'un pays. Et moi, je dis rien n'est négligeable. On peut penser que le tourisme, c'est quelque chose qui n'est pas important, mais le tourisme, c'est important. Mais on n'est pas en mal de publicité. Non, mais bien sûr, non. Mais on n'est pas en mal de publicité. Comment vous expliquez que Doha, par exemple, se batte pour recevoir ce trophée des champions là? Là, ils sont riches. Non, mais effectivement, ce n'est rien pour eux. Non, au contraire, s'ils sont riches. Ce n'est rien pour eux. C'est les pays pétroliers. S'ils sont riches, nous, là, on n'est pas riches. On est encore dans le PPT. Des actions pour bien. Non. On va passer au prochain flop de l'année d'Arsène Anoma. Vous parlez de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Effectivement. Sur quel aspect? Effectivement, est-ce que c'est la dissolution qui est un flop pour vous? Non, pas la dissolution. Pas la dissolution. C'est les pratiques qui ont engendré sa dissolution. Parce que c'est un mouvement. Lorsque nous étions plus jeunes, au lycée, à l'université, tout, la FESI, au début, dans sa création, avait porté beaucoup d'espoir, avait mené des luttes qui ont été bénéfiques pour les élèves et étudiants. Mais arrivé à un certain moment donné, la FESI est devenue un monstre. La FESI s'est transformée en une organisation mafieuse. Il y a eu diverses choses. Et la dernière en date,
qui a amené à sa dissolution, c'était le maître l'assassinat du général Sorcier. Donc, effectivement, pour moi, une organisation qui aurait dû veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves étudiants, s'est retrouvée prendre ces mêmes élèves étudiants-là en otage. La dernière fois, j'étais sur le campus de l'université de Cocody, mais quand tu y vas, on sent chez les étudiants comme s'il y a une chape de plomb qui est tombée de leur tête. Les gens ont l'air beaucoup plus heureux, ils sont beaucoup plus épanouis. Et véritablement, pour moi, cette organisation-là, et dans sa pratique, c'est un véritable flop. Et sa dissolution est pour moi la bienvenue. Richard Balé. Oui, la FESI est victime d'un système. C'est facile d'indexer la FESI, mais en dessous, il y a beaucoup de choses. En dessous, c'est l'incompétence même des différents gouvernements qui se sont succédés qui est révélée. Et la solution n'était pas la dissolution. Nous, on est organisation des droits de l'homme. Au-delà du fait qu'on veuille condamner certaines pratiques sur le campus, ces pratiques-là sont liées à des personnes. Et si nos institutions fonctionnaient bien, on aurait mené une enquête, on aurait identifié de façon précise tous ceux qui sont en rapport avec ces pratiques-là et on les aurait sanctionnés. Voilà. La responsabilité en droit n'étant pas collective, c'est dommage qu'on reproche des choses à quelques individus et que pour cela, non seulement on dissout la FESI, mais on dissout toutes les organisations estudiantines, de sorte que aujourd'hui, les étudiants ont des problèmes. Avaient les mêmes pratiques que la FESI. Par exemple, l'organisation qui était à Boaké, l'UNESI, si je ne m'abuse, avait reproduit les mêmes pratiques que la FESI. Vendre les chambres, ponctionner les bourses des étudiants, avoir des machettes. Si le crew n'est pas complice, un étudiant peut vendre chambre. C'était les mêmes pratiques. Bon, il faut identifier les vrais problèmes. Non, je pense que... Il ne faut pas sanctionner tous les étudiants pour des problèmes où l'administration elle-même a sa responsabilité des organisations en termes de gestion. A été sanctionné. S'ils savaient que... Parce que comme vous avez parlé d'enquête tout à l'heure, s'ils savaient que l'administration impliquée dans ce qu'elle a fait, estudiantine est impliquée dans cette mauvaise gestion des chambres, mais je suis convaincu que le chef de l'État prendra les décisions qu'il faille. On n'a jamais pris ce genre de décision. Les chambres sont de la responsabilité du crew. Comment se fait-il que des étudiants peuvent vendre des chambres si le crew ne leur a pas donné ces chambres-là? Il y a un problème. On résout les problèmes à moitié et de la mauvaise manière. Il faut sanctionner d'abord même les responsables du crew. Ensuite, il faut identifier les étudiants qui posent problème. Parce que finalement, aujourd'hui, les étudiants sont sans défense. On est en train de les persécuter sur les campus. Non, on les persécute et il n'y a personne. Si, on les persécute. On vient te trouver à 22h. On dit demain, tu libères la chambre à midi à cause de ton âge. Les arguments ne sont même pas objectifs. Non, quand il s'inscrivait, on n'a pas vu son âge. Il y a des critères. Il y a des critères pour intégrer les chambres. Quand quelqu'un s'inscrit, on voit son âge. On a dit qu'à partir de 30 ans, tu ne dois plus être logé. Si on lui a attribué une chambre, c'est pas maintenant, on va dire que c'est son âge qui a un problème. S'il est dans la chambre, c'est qu'on lui a attribué la chambre. Bien. Comment vous réalisez? Il faut définir des critères clairs. Merci, Pierre Balé. Réaction. Moi, ce que je dis, effectivement, il y a une note qui est sortie la dernière fois demandant aux étudiants qui ont 30 ans de libérer les chambres. Et comme je le dis... Sur quelle base? Mais sur la base du fait, on ne doit plus étudier. Non, mais c'est une décision que l'autorité administrative a prise. Non, ce n'est pas qu'on ne doit plus étudier, mais on ne doit plus occuper une chambre. Bien sûr, c'est une décision prise, mais on peut étudier, mais il faut occuper la chambre. Il y a des étudiants qui ont plus de 30 ans. Non, tu as plus de 30 ans, on ne t'empêche pas d'étudier. Nous tous, nous allons à l'école. Nous allons à l'école. Comment vous expliquez cette décision? Non, moi, j'explique cette décision-là. Moi, j'explique cette décision par le fait de permettre aux plus jeunes, aux plus jeunes qu'on estime être ceux qui sont en présentiel continu dans les cités universitaires, qui ont des difficultés à se loger, d'occuper les chambres qui leur sont dues, au lieu que des personnes qui, même si elles étudient, mais à un certain âge, et on estime que peut-être sont dans d'autres activités, de chercher à se loger autrement. Ça devait être une question de conditions de vie et de travail. Non, mais il faut reconnaître aussi que les chambres et puis mes parents ont les moyens, je n'ai même pas besoin de chambre d'étudiants. Et puis je peux avoir 30 ans, je suis en train de préparer mon doctorat, mes parents sont au village, je ne sais pas chez qui rester. Ça n'a rien à voir. Merci. C'est pas une question, c'est une question de logique, c'est pas une question d'unanimité. Mais là, je n'ai pas un critère pertinent. Nous allons maintenant pour le prochain flop. Il s'agit pour vous
de l'absence d'un dialogue politique durant l'année 2024 qui tend à... C'est même pas durant l'année 2024. Le dernier dialogue politique s'est achevé en mars 2022. Bien, comme nous sommes en 2024. Après ça, il n'y a plus de dialogue politique. Alors que nous savons que nous préparons des présidentielles à grands enjeux. Donc, c'est vraiment un flop que les autorités ne puissent pas comprendre qu'il est nécessaire qu'avant même d'atteindre 2025, il y ait un dialogue entre pouvoir, opposition et société civile pour baliser un peu les choses de sorte qu'en 2025, on aille à l'élection présidentielle sans stress. Il y a vraiment beaucoup de questions à régler, d'énormes questions à régler et ce n'est pas normal que depuis on continue, même l'opposition a écrit, le ministère de l'Intérieur a répondu, apparemment on ne veut pas de ce dialogue et ce n'est pas bien. Bien, Arsène Anoma. Non, moi je pense que... c'est pas nécessaire. Non, le dialogue est nécessaire. Il faut toujours dialoguer. Il faut toujours dialoguer. Parce que même lorsqu'on fait la guerre, on finit par dialoguer. Donc il faut toujours dialoguer pour prévenir les... Mais moi, je pense que le gouvernement n'est pas fermé au dialogue. Si. Le gouvernement n'est pas fermé au dialogue. C'est pas une priorité pour le gouvernement ivoirien. Non, c'est pas que c'est pas une priorité. Puisque c'est le gouvernement a mené déjà des dialogues. Mais si c'est une priorité, pourquoi ça ne se tient pas? Non, le dialogue va se tenir au moment opportun où les conditions seront réunies. Quelques mois de la présidentielle, 3 mois. Non, mais le dialogue se tiendra. Le dialogue se tiendra. Le gouvernement n'a jamais été fermé au dialogue. Mais pourquoi, il y a eu des dialogues précédents, on se demande toujours pourquoi attendre l'approche d'une élection pour faire un dialogue politique. Oui, mais elle a dit tantôt qu'il y a eu des dialogues qui sont antérieurs, qui sont tenus jusque le dernier dialogue s'est tenu en 2022. Il n'y avait pas d'élection présidentielle. Ça veut dire qu'on n'attend pas la présidentielle pour tenir les dialogues. En 2022, il y a des acteurs politiques qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire également. Oui, qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, qui sont là. Et le Premier ministre actuel, puisque généralement les dialogues politiques sont conduits par les premiers ministres en activité, le Premier ministre actuel, c'est un homme du dialogue. Et je suis convaincu que le dialogue se tiendra. Parce que qui a le plus à gagner à ce que le climat soit calme et serein? C'est le parti au pouvoir. Donc le parti au pouvoir dialogue. Mais aussi, il ne faudrait pas rendre le parti au pouvoir seul responsable de la non-tenue du dialogue. Parce que l'opposition aussi... On dira gouvernement, même si c'est le même parti qui est au pouvoir, on dira gouvernement. Oui, non, le gouvernement... Mais chez nous, ici, c'est la même chose. Le gouvernement est monocolore. Toutefois, c'est le gouvernement qui organise le dialogue politique et non le RHDP qui n'est pas à l'initiative du dialogue politique. Non, il faut dissocier. Il faudra dissocier. Comme on le dit, ce n'est pas le RHDP qui convoque le dialogue politique. C'est le Premier ministre qui convoque le dialogue politique et qui invite les acteurs politiques. Et même lorsqu'il invite les acteurs politiques, le RHDP est certes le parti au pouvoir, mais le RHDP participe à ces dialogues politiques-là. Mais il n'a pas le choix. Donc, le dialogue politique, je pense que le Premier ministre va convoquer le dialogue politique au moment opportun et les partis viendront, mais il faudrait que les partis aussi soient de bonne foi pour permettre au gouvernement de les aider. Oui, mais on mesure la bonne foi. Les partis de l'opposition demandent, la société civile demande, le gouvernement dit non. Non, le gouvernement ne dit pas non. Vous avez relevé tantôt qu'il y a eu des libérations. Le gouvernement fait ce qu'il peut, le gouvernement fera toujours. Quoi? Le gouvernement fait beaucoup. Non. Le gouvernement fait nous, on veut le dialogue en 2024. Le dialogue aura lieu. En décembre 2024. Le dialogue aura lieu, mais ce n'est pas à vous de fixer la date. Ce n'est pas à nous de fixer, mais nous, on propose. Oui. Et quelqu'un qui gouverne bien, il écoute ses administrés, il analyse ce qu'on demande et puis il prend des décisions. Le gouvernement écoute. Moi, je suis convaincu que le dialogue se fera. Merci, Arsène Anoma. On passe au prochain point. Pour vous, vous parlez d'incapacité de pouvoir unir sa formation politique, le PPACI dirigé par Laurent Gbagbo. En quoi est-ce que ce fait est un flop pour vous en 2024? Non, c'est un flop parce que pour moi, lorsque le président Gbagbo était à La Haye, ses partisans réclamaient sa libération et sa venue en Côte d'Ivoire parce que pour eux, c'était, j'ai entendu ce mot-là, l'échelon manquant à la réconciliation ivoirienne. Donc, certaines personnes ont espéré, comme moi aussi, que sa venue en Côte d'Ivoire allait apporter une autre touche, un autre grain de sel à la réconciliation nationale qui avait déjà été amorcée par le pouvoir en place. Mais malheureusement, lorsque tu rentres au pays et que tu as du mal à réunir toi-même ta famille politique, tes premiers partisans, tu écartes ton ex-épouse qui a co-géré avec toi le pouvoir, tu écartes ton fils politique, Charles Blé Goudé. Finalement, si tu n'arrives pas à faire la réconciliation au niveau de ta famille politique,
comment peux-tu réconcilier tous les Ivoiriens? Parce que je me dis, je pars d'un principe qui peut être banal, mais pour moi, c'est une image révélatrice. Si un père de famille dans sa propre maison n'arrive pas à instaurer l'appel en temps dans sa propre maison, je ne vois pas comment il peut être celui-là qui va instaurer l'attente dans le quartier. Donc pour moi, c'est un véritable flop parce que certaines personnes, ses partisans et d'autres personnes qui ont vraiment espéré que sa venue allait permettre à la Côte d'Ivoire de continuer à œuvrer pour sa réconciliation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Réaction là-dessus? Oui, moi je ne sais pas où c'est écrit que c'est la mission du président Gbagbo de venir réconcilier les Ivoiriens. La réconciliation est tellement importante qu'elle incombe à celui qui dirige. Vous prenez le pays dans un contexte de crise, c'est à vous de créer les conditions pour la réconciliation. Et la réconciliation des Ivoiriens n'est pas liée à ce qui se passe dans un parti. Un parti, c'est une association privée. Les gens se sont mis ensemble, s'ils ne s'entendent plus, ils se séparent. Voilà, moi dans mon organisation, j'ai connu des dissidences, on s'en porte mieux. Donc franchement, c'est ceux qui vivent leur situation, qui savent pourquoi ils prennent certaines décisions. Et en politique, il y a une question de vision. Si les visions ne concordent pas, les gens peuvent se séparer. Mais la réconciliation est trop importante pour qu'on la rattache à la vie d'un parti politique ou à la vie d'un leader politique. La réconciliation est une responsabilité collective. Que tous les partis se divisent, il suffit que le président Ouattara décide que le Premier ministre Guillaume Soro rentre, c'est la réconciliation qui commence. On libère tous les prisonniers politiques, c'est la réconciliation qui commence. On fait asseoir tous les acteurs, qu'ils soient dans le même parti ou pas, pour parler de la Côte d'Ivoire, c'est là qu'on aura la réconciliation. Sinon, comment chacun gère son groupe là, ça n'a pas d'impact sur la réconciliation nationale, ça a peut-être un impact sur la cohésion de leur groupe, mais je dis que c'est ceux qui ont la même vision qui marchent ensemble. Si on était ensemble, qu'on n'a plus la même vision, on se sépare, ça, c'est pas un problème. Bien, parlons de cohésion du groupe. Nous allons parler de votre prochain flop qui est sur la division interne au FPI et au PDCI-RDA. Bon, vous parlez de division interne, sinon on sait qu'au FPI, il y a un président, au PDCI-RDA, il y a un président. Oui, mais division, moi je parlerais plutôt de dérive. Peut-être que le mot est fort, mais je parlais de dérive dictatoriale. Concernant le PDCI, par exemple, il y a le ministre Charles Billon, Jean-Louis Billon plutôt, qui vient d'être convoqué devant la commission de discipline du PDCI. On lui reproche ses velléités de candidature, on lui reproche de ramer à contre-courant des décisions qui auraient été prises par la rencontre passée du PDCI où le président Thiam a été élu président. Mais moi, j'estime qu'il est de bonne loi, il est loisible que dans une organisation politique, toute personne qui estime être capable de porter les couleurs de cette organisation politique-là à l'élection présidentielle puisse quand même le dire. Et le dire n'est pas une raison nécessaire, une raison valable pour brocader cette personne-là, pour essayer de stigmatiser cette personne-là et essayer de la mettre au banc des accusés de cette organisation politique. C'est pareil aussi au FPI. Le vice-président Dago Godé et ceux qui lui sont proches ont été relevés de leurs fonctions. À la limite même si certains disent que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais moi je suppose qu'on fait une lecture, qu'il y a des manœuvres qui ont été faites pour ne pas qu'effectivement ils puissent concourir comme il le fallait à la dernière, je ne sais pas si c'est la convention du FPI qui a vu l'élection de Pascal Affi-N'Guessan, seul candidat à la tête du FPI. Donc pour moi c'est un peu décevant. Pour des partis politiques qui disent qu'ils veulent apporter autre chose aux Ivoiriens, qui veulent proposer autre chose aux Ivoiriens, qui sont là pour faire la promotion d'une démocratie véritable, qui accuse le parti au pouvoir de ne pas faire assez de démocratie, si vous n'êtes pas capable vous-même en votre sein, étant déjà dans l'opposition, vous-même de prôner cette démocratie-là en interne, comment vous allez être des démocrates lorsque vous aurez le pouvoir? Bien, Chérif Balé, comment vous réagissez face à on va dire, ces tentatives de division au sein de ces partis politiques? Bon, moi, je ne parlerai pas de tentative de division, mais je parlerai peut-être de dysfonctionnement. Parce que chaque parti a ses textes. Je ne connais pas les textes du PDCI, je ne connais pas les textes du FPI, mais je sais que dans un parti responsable, quand on veut aller à des élections, on organise une convention, il y a des candidats, et puis les militants de ce parti-là désignent leurs candidats. C'est ce qu'on a coutume de voir. Maintenant, qu'est-ce qui est inscrit dans les textes du PDCI ou du FPI?
par rapport au cas du président, du ministre Jean-Louis Billon, il a déjà affirmé qu'il est candidat. Est-ce qu'au PDCI, chacun se lève pour dire qu'il est candidat? Je ne connais pas les textes. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Il faut attendre la convention, tout le monde va aller se présenter là-bas, et puis les militants du PDCI vont choisir leur candidat. Mais quand déjà, moi, en tant que militant du PDCI, je viens annoncer que je suis candidat, bon, je ne sais pas si les textes du PDCI le permettent, mais moi, je pense que chaque formation devait travailler en respectant ces textes. Bien, on va aller rapidement avec vos deux derniers flops. Oui. Allez-y. À moi? Oui, j'ai parlé de la CEI. La CEI a un problème qui risque encore une fois d'envoyer des conflits en période électorale. La CEI est censée créer la confiance entre tous les acteurs. C'est pour cela que pour la composer, on a pris des gens de partout pour essayer de... Voilà. Mais en principe, compte tenu du contexte ivoirien, à notre avis, déjà au premier trimestre 2024, la CEI aurait dû réunir tous les acteurs pour leur présenter son calendrier. Tout le monde sait que l'élection présidentielle, là, c'est en octobre 2025. Et tout le monde connaît toutes les étapes qu'on doit franchir pour arriver là-bas. Qu'est-ce qui empêchait la CEI, dès le premier trimestre de 2024, de soumettre un calendrier à tous les acteurs, le faire valider, de sorte que chacun s'engage dans cette dynamique-là, en prenant vraiment sa part de responsabilité et qu'on aille à des élections apaisées. Ce n'est pas ce à quoi on assiste. La CEI prend ses décisions de façon unilatérale et pour montrer qu'elle n'est pas indépendante, on produit des communiqués pour dire le gouvernement décide. Pour la RLE, c'est ce qu'on a vu, ce qui ne devrait pas être. C'est à la CEI, si elle est vraiment indépendante, de décider du calendrier, mais en collaboration avec tous les acteurs pour garantir un soutien apaisé. Et avec la dernière RLE, il y a lieu de s'inquiéter. Parce qu'il y a des années où, contrairement à l'article 6 du Code électoral, la CEI n'organise pas la révision électorale. Aujourd'hui, nous en sommes à nous demander, malgré tous les biais qui ont été constatés pendant la révision de 2024, est-ce qu'il y aura encore une révision en 2025, ce qui ne devrait même pas être l'objet de discussion parce que c'est ce que le Code électoral demande et ça n'a pas encore été changé. Donc on espère franchement qu'avec les rapports d'observation qui vont parvenir à la CEI, en tout cas nous on va transmettre pour nous d'ici le 15, elle fera en sorte de discuter avec tous les acteurs, tirer les leçons, organiser une autre RLE en 2025 et puis avancer avec un calendrier consensuel pour garantir des élections apaisées. L'autre point dont j'avais parlé, c'était les dysfonctionnements dans l'administration. Franchement, c'est un problème qui est très, très sérieux. Et c'est à tous les niveaux. Dans les concours, il y a des problèmes. On donne les critères, on ne respecte pas les critères. Dans mon direct d'avant-hier, je disais qu'il y a un concours qui a été organisé pour anesthésistes. On donne les résultats par ordre de mérite, mais les deux premiers noms même là, ils ne sont pas anesthésistes. On parle de santé là. Donc, on ne sait pas sur quelle base on organise les concours, mais les gens sont reçus et ce n'est pas tous les résultats qui sont conformes à ce à quoi on devait s'attendre. Les gens sont reçus, on les forme. Après, on ne les affecte pas. Pendant qu'on ne les affecte pas, on paye des contractuels. Bon, il y a vraiment beaucoup de problèmes. On ne paye pas les primes, on ne paye pas les subventions. Alors que tout ça, ce sont des choses qui sont budgétisées et qui devraient aller de soi. On ne devait pas lutter pour ces choses qui étaient en principe des acquis. Donc vraiment, si je veux donner toute la liste des dysfonctionnements dans l'administration, on n'aurait pas assez de temps, mais il y a un problème. Bien, Arsène Anoma, votre dernier flop, c'est sur les dérives sur les réseaux sociaux. On n'a pas assez de temps, donc on va juste donner. Allez-y. Bon, en fait, donc vous ne pourriez pas donner votre flop d'abord, si le temps le permet, on verra si possible. Moi, en parlant des dérives sur les réseaux sociaux, en fait, nous constatons que les réseaux sociaux qui devraient être un canal d'expression, d'apprentissage, de découverte, est plutôt devenu un lieu d'injure, un lieu de dépravation, un lieu où il n'est pas bon même d'y être. Alors que on aurait dû, les réseaux sociaux devaient permettre
aux gens de s'exprimer, de découvrir des choses. Nous, à notre temps, par exemple, les réseaux sociaux n'existaient pas. Pour lire un livre, il fallait quitter à Bobo, venir à la bibliothèque au plateau, tout ça. Mais aujourd'hui, en un clic sur Google, sur Internet, sur Facebook, on peut avoir des informations. Malheureusement, cela n'est pas fait. Les réseaux sociaux servent à autre chose. Et c'est déplorable et c'est triste pour notre jeunesse et même des personnes beaucoup plus âgées. Parce que souvent, tu es en discussion avec des personnes sur les réseaux sociaux. Quand tu cliques sur les profils, c'est des personnes assez âgées, assez matures, mais qui tiennent des propos qui sont vraiment pitoyables et tristes. Et je suis heureux aussi de voir que le ministère de la Communication, par exemple, est en train d'œuvrer avec le hashtag tous responsables en ligne pour sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, afin que cet outil-là, qui doit être salvateur, qui doit apporter bénéfique à nos populations, puisse être ce qui doit être et non constituer un boulet, un frein pour ces utilisateurs, nos populations. Bien, il n'y aura malheureusement pas de réaction sur ces 3 derniers flops. Nous allons maintenant faire... qu'on n'a pas abordé. Pour question des temps, on va citer rapidement. Oui. Ok, allez-y rapidement, 30 secondes. Oui, 30 secondes. En fait, je voulais dénoncer le recul démocratique parce que les déguerpissements abusifs, ça fait partie des atteintes aux droits. Le fait qu'on enlève des gens au lieu de les convoquer et puis après on les retrouve à la préfecture de police, c'est un recul démocratique. Le refus de laisser les gens manifester librement, l'ordonnance contre la société civile, l'article 185 nouveau, tout ça, ça entre dans le recul démocratique. Bien, maintenant place au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des faits de société. Le premier carton de cette émission, la dernière de la semaine, avec Pulchéruc Balé. C'est parti. Oui, moi je voudrais adresser aujourd'hui mon carton rouge au ministère des Infrastructures économiques parce que vraiment, bon, maintenant on dit quoi, ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Voilà. Vraiment, je trouve que c'est dommage qu'au bout de 3 mandats, ce soit la dernière année là, qu'on mette tous les chantiers en route dans Abidjan, ça crée des embouteillages. Aujourd'hui, quand tu veux sortir, tu fais ton calcul de quel embouteillage tu peux supporter parce que ça, c'est inévitable. Et ça nous fatigue parce que tout Abidjan est en chantier. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait des chantiers, mais il aurait dû avoir une planification qui permette de le faire progressivement, de sorte que ça ne crée pas tous ces désagréments-là. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Arsène Anoma, réaction sur ce carton rouge. Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, bon, le ministère a pris, par exemple, concernant l'autoroute sur Yamoussoukro, le ministère a pris connaissance de la voie qui devenait de plus en plus impraticable. Donc, il y a des actions qui ont décidé, qui sont mises en œuvre pour essayer de redonner à ce transport-là son lit d'antan. Bon, certainement, elle déplore que toutes ces actions-là se fassent en même temps, de façon simultanée, ce qui pourrait engendrer... On parle dans la ville d'Abidjan. Dans la ville d'Abidjan. Mais moi, j'estime qu'il y a certainement un besoin urgent de le faire. C'est ce qui amène que tous ces chantiers-là se fassent en même temps. Mais on essaie de trouver des palliatifs pour permettre aux populations de circuler. Votre carton rouge. Bon, mon carton rouge va à l'endroit des parents d'élèves que je trouve inactifs, amorphes, lorsque l'école ivoirienne, par exemple, a des soucis. Parce qu'actuellement, nous voyons qu'il y a les enseignants qui réclamant une prime. La dernière fois, ils sont entrés en grève, il y a des actions qui sont projetées et ils ont même accordé, je crois, un moratoire de 3 mois au gouvernement afin de trouver une solution à cette question des primes-là. Et malheureusement, les parents d'élèves sont silencieux, ils ne disent rien alors que c'est la vie de nos enfants, c'est la vie de leurs enfants qui est en jeu. Moi, j'aurais souhaité qu'au lieu d'attendre à chaque fois, lorsque la bombe explose, entre guillemets, pour pouvoir se prononcer, qu'ils se prononcent en amont, lorsque le problème est là, pour essayer d'être certainement la courroie médiatrice entre les enseignants et l'administration, à même de permettre à l'école ivoirienne d'être stable et de continuer à apporter le savoir à nos enfants. La dernière rubrique, le chiffre du jour. Réaction. Quels sont les temps? On va aller rapidement. Non, c'est pas long. En fait, les parents d'élèves ne sont pas amorphes, hein, ils réagissent. On les associe même aux réunions
avec les syndicats et tout. Et en novembre, là même, ils ont fait une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre de choses. Je pense qu'on ne les écoute pas tout simplement, sinon ils réagissent. Bien, place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 1387. 1787. Alors, on voit cela maintenant. La police nationale ivoirienne a frappé fort dès le lancement de l'opération Hypervier 10 lundi en mettant en fourrière 1387 véhicules pour défaut d'assurance et de visite technique. Cette opération spéciale menée par la police nationale cible plusieurs infractions majeures. Les plaques d'immatriculation banalisées, les visites techniques non réalisées, les vitres teintées illégales, l'absence d'assurance et les vignettes non acquittées. Comment vous réagissez face à cette opération, cette grande opération menée? Depuis le 1er décembre 1387 à ça, c'est qu'ils sont très actifs. Non, on ne peut que les féliciter, hein, parce que tout ce que vous avez cité, c'est des situations qui ne devraient pas exister. Il y a beaucoup trop d'incivisme dans notre pays et si il y a des actions vigoureuses comme ça, ça va aider à tout mettre en ordre. Arsène Anoma. Non, bon, en fait, ça faisait partie de mes tops et c'est une action à saluer et à perpétuer. Et il faut féliciter ceux qui sont à la base de cette action-là. Merci Arsène Anoma, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous aussi, Pulchéruc Balé, rendez-vous la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, et voilà, chers téléspectateurs, une année 2024 revisitée à travers les regards critiques de nos consultants, des sujets qui inspirent, des décisions qui divisent et des perspectives qui interpellent. Ce voyage dans l'actualité prouve encore une fois que derrière chaque événement se cachent des enjeux et des vérités à explorer. L'année s'achève, mais les débats continuent car l'histoire ne cesse de s'écrire et de nous défier. Merci à nos consultants pour leur contribution éclairante. Merci à vous de votre fidélité et vos réflexions partagées sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine sur Reflet TV. Pour d'autres débats, ce sera la dernière semaine de cette première saison. Passez une excellente soirée. Et comme toujours, bonsoir.